So hello, everyone, and welcome to this webinar. Because we have a simultaneous translation today, I will start by providing instructions in each language to ensure everybody is properly set up. I will quickly switch to French to let everybody know what's going on and get back with instructions in English. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. Nous aurons de la traduction simultanée aujourd'hui. Donc, je vais commencer par donner les instructions de traduction en anglais pour ensuite revenir vers vous en français avec les mêmes instructions. I will now switch to English. So this webinar will be led in English with interventions in French. Simultaneous translation is available throughout the webinar. To access language interpretation, you just need to click on the globe icon at the bottom of your screen. Then just click on the language of your choice. If you have any issues with the translation, please let us know by using the chat box. I will now provide translation information in French. Donc, rebonjour. Le webinaire d'aujourd'hui sera animé en anglais avec des interventions en français. La traduction simultanée est disponible tout au long du webinaire. Pour accéder à la traduction, vous avez juste à cliquer sur l'icône de globe intitulée Interprétation tout au bas de votre écran, puis ensuite cliquer sur la langue de votre choix. Si jamais vous avez des problèmes avec l'interprétation, simplement nous l'indiquer par la boîte de discussion. Aussi à noter, la présentation PowerPoint principale est en anglais, mais avec quelques diapositives dans les deux langues. Si jamais c'est plus facile pour vous, vous pouvez télécharger les PowerPoint en français à partir de la boîte de discussion. Je vais maintenant retourner vers l'anglais. So now that everybody is settled Alors, maintenant que tout le monde s'est organisé avec le côté de l'interprétation simultanée, je voudrais vous accueillir tous et toutes à ce webinaire organisé par le Global Network for Health in All Policies and by the Department of Health and Social Services of Québec. Je suis Marianne Jacques, qui est coordonnatrice du Global Network, du réseau canadien. Il s'agit de montrer comment on utilise des modèles de mise en œuvre et nous allons apprendre aujourd'hui de nos collègues de la province du Québec par rapport à comment ils ont mis en œuvre leur politique pour la prévention en santé. On va aussi parler des tables intersectorielles régionales en saine habitude de vie. Avant de commencer, je veux que vous sachiez qu'on peut utiliser la boîte à questions et réponses pour poser les questions aux orateurs. Et si vous voulez faire des échanges avec d'autres participants, veuillez utiliser la boîte à clavardage pour ce faire. Finalement, on est en train d'enregistrer le webinaire et il sera affiché en ligne. Maintenant, je voudrais accueillir notre premier orateur, le docteur Horacio Arruda. Je vais l'inviter à allumer sa caméra et son micro. Le docteur Arruda a une carrière de longue date en santé publique. Il est maintenant sous-ministre adjoint en promotion et prévention dans le ministère de Santé et Services sociaux du Québec et dans le Global Network. Bienvenue, Horacio. Le micro est à toi. Merci. Je suis très content d'être ici. Comme Marianne vous l'a dit, en fait, je travaille au niveau national et je suis content d'être avec les collègues au niveau local et régional et à la municipalité parce que vous savez qu'il nous faut tout faire en partenariat à tous les niveaux, le national, le provincial et le local. Donc, je vais vous présenter la politique gouvernementale de prévention en santé, qui est une politique ample qui couvre beaucoup de sujets, mais essaie de donner plus de cohérence aux différents gouvernements, partis, ministères et organismes qui travaillent ensemble à la prévention en santé. Je vais tout d'abord vous parler de quelques enjeux et vous expliquer les enjeux déterminants de la santé et des objectifs de développement durable qui sont, je dirais, les objectifs que nous cherchons, sachant aussi qu'on ne peut pas travailler à santé
à la santé et à la maintenir, sans parler des déterminants de la santé. Je vais vous présenter la politique gouvernementale de prévention en santé. Je vais vous donner quelques exemples de quelques accomplissements concernant le premier plan d'action interministériel et je vais essayer de vous parler de quelques conditions de succès, de leçons apprises et de quelques défis. Vous savez que, vous le savez tous et toutes, que l'on a les déterminants de la santé qui peuvent expliquer la situation de toutes les personnes des différents groupes. Je dirais qu'il existe des enjeux biologiques, on a des traits concernant la personne, mais nous savons que là où nous habitons, nous savons que les systèmes qui existent dans notre environnement, ils ont tous une incidence énorme au maintien de la santé et à la capacité. Et en fait, le système de santé est important pour prendre soin des personnes qui sont malades, mais tous les déterminants de la santé sont importants pour maintenir les gens en bonne santé et pour s'adapter aussi à la réalité de la santé. C'est important de comprendre que dans ces approches, nous voulons obtenir ce qui sont les objectifs de développement durable, pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé, bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique. Parfois, on s'oppose à l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, les inégalités réduites, on veut des villes et communautés durables, c'est très important, la consommation responsable, les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, la vie aquatique, la vie terrestre. Notre planète doit être en sécurité et en santé, la paix, la justice et les institutions efficaces. Et je veux vous souhaiter tous et toutes une 2023 pleine de paix. Et ce qui est important, c'est les partenariats pour la réalisation des objectifs. Je dirais que ceci est important pour les pays, dans les pays, à de différents niveaux, national et local, parce que personne ne peut, dirais-je, avoir tous les outils pour pouvoir aborder ces déterminants sociaux. Maintenant, la politique gouvernementale de prévention en santé ajoute, dirais-je, 4 orientations au Québec, c'est-à-dire agir auprès des jeunes et développer leurs capacités tout au long de la vie. Je pense que c'est très important. Je pense que beaucoup de facteurs de déterminants sont importants quand on arrive à ce monde-là. Donc, il faut travailler avec les jeunes et leurs familles. C'est quelque chose de très important. Maintenant, il faut aménager des communautés saines et sécuritaires et favoriser le bien-être et les saines habitudes de vie. Je pense que ceci aborde, dirais-je, le côté environnemental, là où les gens habitent, là où les gens travaillent, les écoles, et aussi le côté social et environnemental. Il faut améliorer les conditions de vie et la prévention auprès des personnes en situation de vulnérabilité. Je pense que c'est très important ici que ceci aborde l'enjeu important, essentiel de notre politique, qui est celui des inégalités en santé et des inégalités en déterminant de la santé, raison pour laquelle on a davantage d'incidences chez quelques personnes. Ceci a été prouvé par la COVID-19 et il nous faut aussi renforcer la prévention dans le système de santé. Je peux dire que ces 4 orientations et c'est d'avoir 11 objectifs, 28 mesures et plus de 100 actions dans le plan que nous avons mis en place. Il est important de comprendre que nous sommes en train d'impliquer, de prendre en compte les populations vulnérables, les enjeux relatifs aux inégalités sociales, impliquer augmenter la prévention. Et là, on a plus de 30 ministères qui travaillent ensemble et plus de 20 organismes qui contribuent à ces plans avec de différentes perspectives. Et c'est important avec ces politiques d'établir
une gouvernance intersectorielle où la responsabilité de la prévention est partagée. Je pense aussi que c'est important d'expliquer que nous avons développé cette politique avec des autres, avec une approche où tous sont gagnants et ne pas donner forcément à la santé publique la charge de ce qui est en train de se faire. On a encore du travail à faire, dirais-je, dans de différents aspects très importants de cette politique, mais elle est construite de façon active avec une approche où tout le monde est un gagnant avec les autres ministères. Nous avons 9 cibles très ambitieuses dans de différents secteurs qui ont à voir avec le développement des écoles, de l'activité pour les jeunes, quelques objectifs, dirais-je, pour obtenir l'amélioration de la santé mentale, l'alimentation, assurer que les communautés et les municipalités fassent la promotion de mobilité saine et sécuritaire. Et un exemple très important est de réduire de 10% la proportion de fumeurs au Québec. Au Québec, c'est en fait 18%, donc on a du travail à faire là-dessus. Donc, je pense qu'on a des cibles très ambitieuses, dirais-je, qui sont discutées parmi les différents niveaux du gouvernement. Après cela, il faut savoir que dans le premier plan d'action, on a déployé plus de 1000 projets nationaux, provinciaux et locaux, du soutien financier à plus de 225 organismes non gouvernementaux locaux et régionaux pour réaliser des initiatives qui favorisent les pratiques parentales positives et les saines habitudes de vie. Et comme je vous disais, il nous faut intervenir de façon très précoce, dirais-je, au sein de la famille et au sein du parentage. On a la consolidation d'une quarantaine d'instances de concertation régionale et nationale. On a la réalisation d'une quarantaine de projets de recherche, de démonstration et d'évaluation d'impact sur la santé et le développement et la diffusion de près d'une centaine de formations d'outils et de guides pour créer des environnements favorables à la santé, à la qualité de vie de toute la population. Je dirais qu'il existe de différents exemples de ce qu'on a fait, c'est-à-dire on a mis des fruits et des légumes dans des voisinages qui sont considérés des déserts alimentaires, des serres et jardins collectifs, des fontaines d'eau publique et selon nos expériences, on a fait des études aux universités pour essayer de comprendre quelles sont les conditions de succès pour la santé dans nos politiques. Il est clair qu'il faut une répartition claire des rôles et responsabilités des acteurs impliqués. C'est très, très important. On a besoin d'avoir une communication ouverte entre les parties prenantes. On a besoin d'avoir des attentes avec des actions et des calendriers, et des actions très concrètes, dirais-je, énoncées de façon concrète, et il nous faut avoir un partage d'une vision et d'objectifs communs. Et je pense que l'approche très importante est de faire du travail intersectoriel où tout le monde gagne parce que c'est comme cela que les autres secteurs voudraient contribuer à la santé dans nos politiques. Il est clair que le leadership du secteur de la santé est essentiel, mais qu'il est insuffisant. Je dirais que c'est un acteur actif, mais il nous faut partager cette responsabilité, ce leadership avec les autres, par exemple avec l'éducation, le ministère de l'Agriculture. Cela dépend, disons, des cibles ou objectifs spécifiques du travail. Il nous faut saisir les opportunités, faire preuve d'agilité. Je pense que c'est très important. Parfois, nous avons quelques priorités dans notre travail, mais parfois, cela n'est pas forcément ce à quoi d'autres secteurs veulent travailler parce qu'il existe d'autres opportunités et c'est très important d'être agile et d'être concret aussi. Et je dirais que le succès de ce genre d'intervention augmentera si nous avons vraiment
la confiance avec d'autres secteurs qui ont l'impression et qui réalisent qu'ensemble, nous pouvons faire davantage de travail. Il est clair que c'est important pour la durabilité d'avoir dans le travail administratif du gouvernement quelque chose d'incrusté. On est passé par 3 gouvernements et on maintient encore la même politique parce que tous les secteurs ont travaillé à de différents niveaux d'administration et dans de différents ministères. Et il est important aussi que ces politiques arrivent au secteur régional et local pour répéter le même partenariat qui a lieu au niveau plus élevé, au niveau local. Il existe quelques défis qui rendent la politique pour la prévention en santé soit plus connue. C'est important de savoir que sur le terrain, on s'y connaisse à la politique. Parfois, on travaille aux enjeux relatifs à la politique, mais ils ne le savent pas. Donc, je pense que c'est très important. C'est important de renforcer la gouvernance autour des politiques et autour des plans d'action. Et on a toujours besoin de développer de nouvelles alliances. Je dirais que quand on compare les choses au premier plan, dans le deuxième plan, on a de plus en plus de personnes qui sont impliquées au niveau national et aussi, dirais-je, au niveau local. Je veux dire tout simplement aussi que si au niveau national, nous avons le rôle de donner des orientations et des outils, cette politique est nécessaire pour rendre les choses locales et faire que les choses soient comprises. Et les gens, comme le prochain présentateur, vont vous expliquer comment cette politique et approche de partenariat est en train de se débarrasser des silos qui ont fréquemment lieu. Vous savez que c'est facile de travailler tout seul, mais on va aller beaucoup plus loin si on travaille ensemble et on a davantage de capacités comme acteurs pour aller dans la même direction pour obtenir les objectifs de santé. Je vous remercie. Merci, Horacio, pour cette présentation et merci de nous avoir fourni l'aperçu de ce que fait le gouvernement du Québec pour soutenir l'action multisectorielle et pour avoir partagé des leçons apprises qui pourraient être utiles pour d'autres juridictions qui voudraient peut-être mettre en œuvre ces approches. Donc, merci de l'avoir partagé et on sera en contact bientôt pendant la période de questions. Maintenant, je vais passer au français pour vous présenter notre deuxième. Donc, j'inviterai M. Denis Marion à ouvrir sa caméra et à se joindre à nous. Monsieur Marion est consultant en gestion de projet et communication stratégique. Il est président du conseil d'administration de l'Institut national de santé publique du Québec et il a été maire de Massouville en Montérégie de 2005 à 2021. Bienvenue, Monsieur Marion. Merci d'être ici, puis le micro est à vous. Alors, bonjour. Je m'assure d'être bien en contrôle du... Bon, voilà. J'y arrive. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation à participer à cet événement organisé par le Global Network for Health and All Policies. Je vois des gens de partout dans le monde et sur plusieurs fuseaux horaires. C'est très intimidant d'être avec vous, mais allons-y. Mon intervention aujourd'hui se fera en 2 parties. D'abord, l'évolution du monde municipal, un changement qui s'accélère au Québec, et compétences municipales et déterminants de la santé dans toutes les politiques au palier local. Allons-y pour la première partie, l'évolution du monde municipal, un changement qui s'accélère. De 2001 à 2021, j'ai été un élu municipal, on vient de le dire, maire d'une toute petite municipalité rurale située à 80 km de Montréal, durant les 16 de ces 20 ans. J'ai donc été en même temps un acteur de l'action au palier local et un observateur des changements qui sont survenus dans le monde municipal depuis le début des années 2000.
nous avons dressé ce constat. Nous étions une communauté confrontée à un lent processus de dévitalisation, vieillissement de population, diminution du nombre de personnes qui habitent chez nous, diminution et disparition de services, mais donc, quand on regarde a posteriori ce qui s'est passé, on peut dire que c'est l'importance que nous avons accordée à l'école, aux enfants et aux familles qui a été le déclencheur d'une prise de conscience qui a modifié notre lecture de la réalité et qui a été le déclencheur qui nous a permis collectivement à agir autrement. Mais la seule voie qui nous apparaissait à l'époque, porteuse de changement, consistait à agir directement auprès de ces enfants, de leurs familles et des aînés. Ces constats ont fait prendre conscience aux membres du conseil municipal de la nouvelle responsabilité qui incombait aux élus municipaux, c'est-à-dire assumer un leadership qui dépasse largement les frontières habituelles des responsabilités municipales traditionnelles au Québec. Il faut insister sur le fait qu'à cette époque, tant pour le gouvernement que pour les élus municipaux eux-mêmes, pour les administrations municipales et pour les citoyens, une municipalité, ça s'occupe d'abord de rues, de nids de poules, de trottoirs, d'égouts, de déneigement, de sécurité publique, d'aqueducs. Ce sont de vraies responsabilités municipales, bien sûr, mais ce ne sont pas les seules et on va le voir ensemble. Avant d'aller plus loin, pour qu'on se comprenne bien, j'aimerais vous rappeler qu'il existe au Québec 2 étages municipaux complémentaires. Pour le monde municipal, le premier est celui de la municipalité dont on dit qu'elle est locale. C'est la ville ou le village dans lequel nous habitons qui élit son maire et les membres de son conseil tous les 4 ans. Mais il existe aussi un palier supralocal. Au Québec, lorsqu'on élit un maire ou une mairesse, nous élisons en même temps quelqu'un qui va siéger à un conseil de MRC, les municipalités régionales de comté, ou encore un conseil d'agglomération et peut-être même à une communauté métropolitaine si on est dans la région de Québec ou de Montréal. Le supralocal est une instance qui réunit les municipalités locales. Les instances supralocales jouent des rôles de concertation et de coordination intermunicipale extrêmement importants sur le territoire sur lesquels elles exercent des responsabilités. C'est sûrement avec la découverte du concept des environnements que ma logique d'intervention a été modifiée. Les choix, les décisions des individus sont limités ou renforcés par les environnements dans lesquels ils évoluent. Il ne s'agit pas seulement qu'un individu veuille, il faut qu'il puisse. Chercher à agir sur les environnements, c'est développer un nouveau sens à l'action municipale, une nouvelle dimension. En 2014 et 2015, j'ai été invité à participer aux travaux d'un petit comité qui a été créé par ce qu'on appelle ici chez nous la table de concertation de la santé publique, qui réunit le ministère de la Santé et des Services sociaux, les directrices et directeurs régionaux de santé publique et l'Institut national de santé publique du Québec. Le mandat que nous avons reçu consistait à proposer une stratégie de mobilisation des acteurs municipaux. Ces travaux allaient donner naissance à la démarche « Prendre soin de notre monde » pour créer et parvenir ou à maintenir des environnements municipaux favorables à la santé et à la qualité de vie. La démarche « Prendre soin de notre monde » repose sur 4 principes indissociables et incontournables. Associer les acteurs municipaux à la réflexion et à l'action dès le début du travail, quel qu'il soit. Adopter une approche centrée sur les intérêts et les besoins exprimés par les municipalités et les MRC. Travailler à partir des projets des municipalités ainsi que sur des approches, leviers, outils ou programmes existants et finalement optimiser la contribution des partenaires en favorisant la concertation, la cohésion et la cohérence. Pour comprendre la démarche Prendre soin de notre monde, il faut en saisir la clé. Pour s'assurer de il est important de travailler avec eux sur la base des priorités définies localement par eux. Avec plusieurs de mes collègues élus un peu partout à travers le Québec, nous avons vu évoluer l'action municipale et nous avons contribué à en diversifier l'impact. Mais la tâche est lourde et les attentes sont élevées. Alors partout, on dresse le même constat. Oui,
On peut travailler dans cette direction, mais le monde municipal ne peut y arriver seul. Le travail intersectoriel prend alors tout son sens, de part et d'autre, à l'avantage de la population que nous desservons ensemble. Comprendre le fonctionnement d'une municipalité et comprendre la place qu'occupe le palier local municipal dans le partage des réalités au Québec sont deux choses complètement différentes. Je voudrais m'attarder avec vous sur le second aspect. Quelle est la fonction du palier municipal dans la société québécoise? Que change-t-il dans la vie concrète des gens? De façon générale, qu'à la fin des années 90, le monde municipal avait tendance à penser localement et à agir localement. Puis petit à petit, on a vu que le penser globalement, agir localement prenait son envol tant chez les élus que dans les administrations municipales, locales ou supralocales. Parallèlement à l'évolution de l'action de santé publique visant à agir en amont du système de soins pour chercher à avoir un impact sur les déterminants de la santé, le monde municipal a pour sa part pris conscience de l'impact de ses politiques publiques, de ses programmes et de ses projets sur la qualité de vie de la population. En 2012, à l'occasion d'un colloque dans un atelier traitant des nouvelles responsabilités municipales dans un contexte d'impact sur la santé, une conseillère municipale d'un petit village s'est exclamée « Avant, on s'occupait des trottoirs, maintenant, on s'occupe aussi du monde qui marche dessus. » Cette formule toute simple disait tellement tout du changement du paradigme municipal. Cette évolution ne s'est pas faite et ne se fait toujours pas, d'ailleurs, sans difficulté dans le monde municipal. Il y a de la résistance. C'est une résistance qu'il faut comprendre. Jusqu'au tournant des années 2000, pour bien gérer une municipalité, pour que le compte de taxes des citoyens soit acceptable, pour que les services de base dont je vous ai parlé tout à l'heure soient bien livrés, on pouvait compter sur un certain nombre de compétences nécessaires aux élus, aux gestionnaires et aux professionnels municipaux. Tout ça avec le soutien d'experts comme les ingénieurs ou des avocats dans des domaines que tout nouvel élu pouvait assez bien comprendre ou apprendre rapidement. Le s'est complexifié avec le temps. Développement économique local et régional, politique culturelle, politique familiale et des aînés, persévérance scolaire, lutte à la pauvreté, on s'est mis tout à coup à discuter localement d'enjeux sociaux qui, au départ, sont des compétences du gouvernement. Mais que s'est-il passé? C'est l'évolution du monde municipal chez nous. D'abord, le fait que le gouvernement a pris conscience au fil du temps qu'il n'est pas en mesure d'obtenir les résultats escomptés sans le concours d'acteurs agissant plus près de la population. La proximité rend concrètes les actions qui changent la vie. Il n'y a plus aucun ministère qui ne sollicite pas le palier municipal pour atteindre ses objectifs. C'est clairement la logique du recours au gouvernement de proximité. Sans le dire, on applique le principe de subsidiarité qui fait en sorte que la responsabilité publique revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui en sont directement concernés. Bref, si on simplifie, il s'agit de confier à l'acteur le mieux placé pour la réaliser la responsabilité d'une action. Le monde municipal a dû apprendre à vivre avec une certaine pression du gouvernement du Québec qui a besoin de son soutien pour atteindre ses objectifs, ce qui a favorisé l'émergence de nouvelles cohortes de personnes élues intéressées par des sujets plus sociaux. Cet apport de nouvelles compétences et de personnes ayant des regards différents sur l'action municipale a donné une impulsion au changement en le consolidant et en l'accélérant. Mais ce n'est pas tout. La population s'en est mêlée. Les citoyens eux-mêmes se sont mis à exiger de leurs administrations municipales qu'elles se préoccupent de qualité de vie. Une pression de plus pour forcer le changement. Allons-y pour la deuxième partie, les compétences municipales et les déterminants sociaux de la santé. Allons vers la santé dans toutes les politiques. La politique gouvernementale de prévention en santé 2016-2025, dont nous a parlé tout à l'heure le Dr Arruda,
nous invite à travailler sur les déterminants de la santé dans une perspective de santé dans toutes les politiques. Je veux vous partager aujourd'hui le secret des municipalités. Leurs compétences, leurs responsabilités et leurs actions ont déjà un impact direct sur les déterminants de la santé parce qu'elles sont très près de la population. Et c'est ce que je... Denis, je vais être obligée de vous y interrompre. compris... On a manqué le dernier petit bout. Vous avez coupé encore. Ah, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Sur le contexte depuis 2018? Oui, je pense qu'on pourrait peut-être reprendre les compétences municipales ayant un impact sur les déterminants de la santé. Ça va être bon. OK, allons-y donc. Je vous notais là, que le docteur Arruda, tout à l'heure, nous a invités à travailler sur les déterminants de la santé dans une perspective de santé dans toutes les politiques. Et je vous disais qu'il y a un petit secret pour les municipalités, c'est que leurs compétences, leurs responsabilités et leurs actions ont déjà un impact direct sur les déterminants de la santé, simplement parce qu'elles sont très près de la population. Et c'est ce que j'essaie de vous démontrer depuis tout à l'heure. Le contexte général a vraiment beaucoup évolué depuis 2018. La préoccupation de la qualité de vie et de la santé de la population est partagée dans plusieurs sphères de la société québécoise, y compris, bien sûr, dans le milieu municipal, qui se l'est approprié de façon importante depuis quelques années et de façon plus aiguë encore depuis la pandémie. Les éléments de la qualité de vie sont devenus les critères d'évaluation du potentiel de développement et de résilience des collectivités locales et des régions du Québec. On peut même penser qu'inviter à travailler sur les déterminants de la santé, revenus, emploi, éducation, environnement physique, comportement sain, etc., les acteurs municipaux pourraient être plus facilement mobilisés car on peut faire avec eux des liens très étroits avec leurs compétences et avec leur quotidien. Évidemment, l'action sur les déterminants de la santé constitue probablement la zone d'intervention commune à notre réseau de santé publique. Il faudra poursuivre le travail d'apprivoisement. Les deux univers ne parlent pas toujours tout à fait le même langage, n'utilisent parfois pas les mêmes mots pour nommer les réalités. Mais clairement, les acteurs municipaux sont des alliés du réseau de santé publique, même lorsqu'ils agissent sans que ce soit en vue de favoriser directement la santé de la population, parce qu'elles sont, par leur zone d'intervention, en proximité et par la nature de leur politique ou de leur réglementation, les municipalités ont un impact sur la santé. Dans le contexte actuel, où la qualité de vie est une préoccupation constante des acteurs municipaux et de leurs partenaires, c'est même un impact positif. Il nous reste ensemble à travailler le sens. Nous avons la responsabilité de faire partager à nos partenaires municipaux, élus, gestionnaires, professionnels, des dimensions qui paraissent insoupçonnées de leurs actions. Ils sont prêts à l'entendre, aiment savoir qu'ils ont encore plus d'impact que ce qu'ils pensent. Ils souhaiteront profiter du professionnalisme, de la rigueur et de l'approche scientifique du réseau de la santé publique. Ces acteurs municipaux sont aussi conscients des limites de leurs actions et souhaitent développer des partenariats étendus. La collaboration avec l'ensemble des acteurs du monde communautaire ne date pas d'hier. C'est souvent une relation riche qui permet de s'assurer de services importants sur le territoire. Évidemment, travailler à plusieurs augmente la complexité. Là où c'est intéressant, c'est qu'il croit que ce devra se faire avec le concours des partenaires du réseau de la santé publique. Prenons ça comme un autre signal de l'évolution du monde municipal. Il a besoin de ces partenaires-là et il en est de plus en plus conscient. Nous pouvons peut-être alors constater que l'objectif d'intégrer la santé dans toutes les politiques, même au palier municipal, pourrait se concrétiser. J'en suis maintenant à la conclusion. En terminant, j'aimerais vous partager quelques petites idées. 1. Le monde municipal, comme d'autres secteurs de la société québécoise, est un univers en changement, en évolution. Il est sujet aux pressions qui s'exercent sur lui par les politiques gouvernementales, par l'arrivée de cohortes d'élus aux intérêts différents et par la population qui lui fait connaître ses priorités.
Le travail intersectoriel est un atout pour le monde municipal. Il exige de bons échanges et de la confiance, et c'est le respect qui crée la confiance. Le palier local est éclaté au Québec. Il est composé de plus de 1300 municipalités et de plusieurs instances supralocales. Toutes n'ont pas les mêmes moyens et il faudra qu'on en tienne compte. Mais disons-nous ceci. Ainsi, parce qu'il y a de plus en plus de convergence entre le travail réalisé au palier local et supralocal au Québec et les objectifs de promotion et de prévention de la santé, le Réseau québécois de santé publique a aujourd'hui, avec le monde municipal, acteur important de ce palier d'intervention, un allié dans son action sur les déterminants de la santé. Je vous remercie de votre attention et suis désolé des problèmes de casque d'écoute. Merci beaucoup, M. Marion. On est à la remorque de la technologie, donc il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation-là, fort intéressante, qui a permis de mettre en lumière le rôle du secteur municipal dans la promotion de la santé, mais aussi de l'importance du travail intersectoriel dans ce contexte-là. I will now switch back to English. Je vais juste virer vers le français pour la période de questions. Il nous reste à peu près 15 minutes pour ce volet-ci de cet webinaire ici. Je vais inviter Dr. Arruda et M. Marion d'activer leur propre caméra et inviter les participants de taper leurs questions, si le cas échéant, dans les questions et réponses. Vous pouvez les écrire dans votre langue de préférence, ça c'est clair. Les questions à Dr. Arruda se poseront en anglais et M. Marion en français. Alors, assurez-vous d'utiliser l'interprétation si nécessaire, le cas échéant. Je vais faire en sorte que j'ai traduit les questions, le cas échéant. Pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, je vais juste commencer par une question pour vous, Horacio. Une question qui revient souvent lorsqu'on discute de la santé de tous les politiques, c'est comment propulser le leadership politique pour initier et maintenir ces approches multisectorielles. Pourriez-vous nous dire comment le MSSS a pu faire avancer cette politique au sein du gouvernement du Québec? Je pense que ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment important. On devrait construire des approches qu'on pourrait ajouter avant d'arriver à cette question de notre politique qui vont regarder le changement climatique, santé mentale. On va construire, je dirais, une politique qui avec les tables intersectorielles saines en habitude de vie. On utilise tous les comités qu'on a intersectoriels pour essayer de partager la même compréhension, comme Denis a mentionné aussi, quand on parle de les déterminants sociaux. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on va dire de santé dans tous les politiques? Santé dans tous les politiques, c'est pas agriculture ou à quoi faire, c'est de leur faire comprendre que notre mission ici et leur mission pourraient travailler ensemble sur la même diapason pour protéger la santé des personnes et de les faire comprendre que plus qu'on fait, on adresse des problèmes, c'est-à-dire au commencement, avec la jeunesse, par exemple, dans les lieux gouvernementaux, plus d'impact qu'on pourrait avoir, pas seulement sur un type, mais c'est des maladies chroniques, infectieuses, les cancers. Ça prend du temps, ça c'est évident. Mais aussi, en même temps, on devrait comprendre qu'il n'y en a pas ce sujet-là dans les politiques parce qu'il y a d'autres programmes en lieu. La santé dans tous les politiques, cette approche, c'est une manière de travailler ensemble, de dire vous et moi. Moi, je pourrais obtenir des objectifs. Vous-même, vous pouvez avoir des objectifs dans la même manière. Et on va introduire ça aux différents paliers, si vous voulez, différents professionnels, différents ministères. On l'a fait déjà aussi avec les sous-ministres, les assistants sous-ministres, et aussi j'ai été de présenter
le ministère de conseil exécutif, cette approche-là, ensemble, on pourrait faire mieux. Et ensemble, on pourrait avoir plus de cohérence. Ça ne veut pas dire que des personnes ne gardent pas leur propre méthode. Ça ne veut pas dire, mais on travaille dans une manière de confiance ensemble et certains fonds qu'on va obtenir ne restent pas dans le secteur de santé. Ça va revenir à ces secteurs-là. C'est important qu'on a cette... chaque pays, chaque province est différente, mais ça, c'est les manières qu'on sait que ça fonctionne, que nous, on n'a pas comme un système de santé les niveaux, les paliers de tirer profit de notre travail des autres. Ensemble, on pourrait tirer profit de tout ça. Donc, c'est un projet de long terme et je travaille ça depuis 2012 et plus, ça prend du temps. Mais en même temps, les relations et la confiance et cette corrélation de compréhension et cohérence de voir mes collègues, des fois, il y a des changements au ministère, de garder la même vision, même s'il y a un changement de gouvernement au personnel, fonction publique. Avant d'y aller un peu pour Denis, est-ce que avez des conseils sur la manière de susciter un engagement et éviter cette perception d'impérialisme? Des conseils sur la manière de plaider en faveur du STTP tout en évitant une perception d'impérialisme sanitaire. Vous avez dit que ça prend beaucoup d'argent, déterminer des priorités, mais après cette transition du post-COVID, dans ce contexte, comment vous, docteur, vous pouvez donner comme des indices d'éviter cette perception d'impérialisme sanitaire, si je pourrais l'expliquer comme ça? La question est pour Horacio. C'est un excellent sujet et laisse-moi dire en premier lieu que nous ne sommes pas là de dire quoi faire. Nous ne sommes pas leur patron. Nous sommes là de comprendre, qu'ils comprennent aussi la manière que les choix qu'ils vont faire pourraient avoir un impact. Et je dirais aussi, c'est une relation de confiance. Et nous lui disons qu'avec l'éducation de secteur, l'éducation est plus importante. Il manque l'argent. Et c'est peut-être plus important que mettre dans le système de santé. C'est l'éducation qui est importante parce qu'il travaille sur les déterminants de la santé. Je pense que ça, c'est l'approche qu'on a y arrivé à expliquer comme une amie, un collègue, pas à quelqu'un de vous dire exactement ça va être quoi le programme. C'est une approche de gagne-gagne avec eux qui donne une victoire. Et quand on va l'expliquer bien, ils vont être plus qu'heureux qu'ils pourront contribuer sur cet aspect très important, c'est-à-dire la santé. Ce n'est pas vraiment une tâche facile, mais plus on pourrait partager et avoir une vision commune, une langue commune, plus de personnes qui veulent faire partie de ce type de travail, et ils vont réaliser en même temps de comment leur aspect, comme dans une MRC, dans une municipalité, qu'on travaille sur les trottoirs, par exemple, sur les municipalités. Maintenant, on travaille sur des personnes qui utilisent ces trottoirs-là. Maintenant, un des défis que nous avons devant nous, c'est de faire en sorte que la population va demander pour la prévention, la même manière qu'ils demandent pour des soins dans le système de santé. C'est important que la population, et je le crois très bien, tout le monde va faire mieux à cause du changement climatique, les crises, que la population va demander pour cette approche, pas dans les silos, mais le gouvernement d'être cohérent et potentiellement tirer profit de le travail ensemble en équipe. Merci beaucoup, Horacio, pour ça. Maintenant, je vais aller en français pour une question qui vient de la question pour Denis Marion. Alors, Denis, on a une question de Lara Gauthier qui demande, d'abord, qui vous remercie pour le partage d'expérience, puis qui demande, est-ce que vous pourriez donner un ou deux exemples de défis dans la collaboration intersectorielle locale, notamment dans les relations avec le secteur communautaire, mais aussi avec le réseau de la santé et des services sociaux?
Et Oui, pardon. oui, puis en deuxième question, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait être fait pour remédier à ces défis-là ou pour aborder ces défis-là? Je pense que le principal défi, c'est le partage de responsabilités. Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire sur le fait que, évidemment, les gouvernements supérieurs ont tendance à ramener vers les autres gouvernements certaines des responsabilités, ce qui crée une pression, entre autres financière, importante là, au Québec. Mais cependant, je pense que c'est le fondement de la politique de prévention, de la politique gouvernementale de prévention en santé, c'est la réalité du partage de responsabilités. On a tous chacun une petite partie du rôle à jouer si on veut avoir un impact en amont sur la santé de gestion de maladies. On parle de prévention. Sur nos territoires fourmillent d'organisations et de partenaires potentiels. Travailler avec les écoles, travailler avec nos centres de petite enfance qui s'occupent des enfants de 0 à 5 ans, travailler avec les organisations d'aînés, travailler avec les conseils régionaux d'environnement en ce qui nous concerne. Il y a un d'organisation, mais on a tous un peu l'impression qu'on doit agir seul dans notre secteur. Et là, on se retrouve évidemment à ce moment-là avec une multiplication de silos. Moi, je pense que le principal défi, ce serait de faire du ménage dans nos perceptions de ce qui fait quoi et comment on s'y prend pour le faire. Ayant été un maire pendant longtemps, je crois profondément au leadership politique. Le leadership politique dans une communauté, il est extrêmement important. Il est vrai au palier supérieur, mais il est aussi vrai localement. Et quelque part, le second défi, c'est de s'assurer que nos élus soient en mesure, non pas de prendre des décisions pour les autres, mais bien de trouver une façon de mobiliser les partenaires pour que ce soit du travail en équipe. Dr. Arruda l'a très bien dit, on va beaucoup plus loin seul, mais on va beaucoup plus vite seul, mais on va beaucoup plus loin ensemble. Là, on le sait, on le répète à tout bout de champ, là, cette phrase-là, mais ça demeure quand même le cas. Et la question du leadership politique, pour moi, elle est aussi très importante. Merci pour cette réponse-là. Justement, dans cette perspective de briser les silos, un petit peu plus tôt dans votre allocution, vous avez mentionné la question du langage et du fait que, par exemple, quand on travaille avec le secteur de la santé et le secteur municipal, ils sont multiples, là, on ne parle pas le même langage. Est-ce que vous avez des petits conseils sur comment en arriver à un langage qui soit plus commun ou d'arriver à bien se comprendre dans ce contexte-là? Je pense que c'est exactement la même chose. Si on avait à parler avec certaines des personnes qui participent aujourd'hui dans leur langue maternelle, il faudrait qu'on trouve des façons de traduire puis des façons d'apprendre la langue de l'autre. Quand je dis qu'on a des termes différents, c'est simplement que parfois, des questions dans le monde municipal, les éléments partent des compétences municipales. En santé publique, réflexion de santé publique, donc on part d'ailleurs, mais on se rejoint. Je vais vous donner un exemple. Sur l'aménagement du territoire, par exemple, dans le monde municipal, on appelle ça l'aménagement du territoire, puis on appelle ça de l'urbanisme. On peut, en santé publique, vouloir intervenir et proposer des projets ou soutenir des projets en cours dans ces domaines-là, mais on va défendre évidemment des valeurs de santé publique, puis on va défendre des objectifs de santé publique. Il faut simplement qu'on se rejoigne en cours de route pour être capable de réaliser ensemble qu'on parle de la même chose. On parle de la population, que ce soit le réseau de santé publique, le ministère de la Santé dans son ensemble, les autres ministères ou le monde municipal, on travaille absolument tout le monde pour le même monde. Il n'y a pas de différence dans nos clientèles. Là, je m'excuse du mot, je n'aime pas le mot du tout dans ce cas-ci, là, mais on travaille pour la population et c'est ce qui fait probablement qu'on va être capable de se rejoindre et qu'on est capable actuellement de se rejoindre. Le mot qui a englobé beaucoup de choses au cours des dernières années pour le monde municipal, c'est qualité de vie. Au départ, quand on parlait de santé, puis là, je ne sais pas si le Dr. Arruda serait d'accord avec moi, mais malheureusement, quand on parle de santé au Québec, on parle souvent du système de soins. On ne parle pas de la santé globale, on ne parle pas de la santé en amont.
Et donc, quand on disait au monde municipal, bien, écoutez, il faudrait avoir un impact sur la santé, les gens du monde municipal disaient, écoutez, ce n'est pas notre responsabilité, les hôpitaux, là. Et ce n'est pas ça qu'on voulait dire. Donc, on s'est mis à parler de qualité de vie. Et là, dans la qualité de vie, il y a plusieurs aspects. Puis je pense que vous l'avez dit, Dr. Arruda, tout à l'heure, on parle aussi, par exemple, de l'impact des changements climatiques sur les populations. Et donc, on a une vision beaucoup plus large et beaucoup plus inclusive de ce que peut signifier la qualité de vie, même si ultimement, ce qu'on vise, c'est un impact réel sur la santé globale de la population. Si vous me permettez, je pense qu'on a tous nos jargons. On a tous, selon le milieu dont on vient, une approche, un discours. Le mieux, souvent, c'est de prendre des exemples concrets. C'est d'expliquer, par exemple, que quand la municipalité fait un réaménagement, par exemple, d'une artère urbaine, bien, je veux dire, il y a moyen de la faire de façon à protéger les piétons, à protéger les gens qui circulent, à diminuer la vitesse pour éviter les accidents. Et quand on arrive avec ça, on est capable de dire, bien, c'est ça qu'on veut dire, nous, quand on parle d'agir dans l'environnement physique ou de l'aménagement de votre territoire. Je pense qu'il faut prendre des exemples concrets de ce que ça veut dire, et c'est avec ça que les gens vont comprendre que leur travail va avoir un impact sur la santé des gens. J'ai vu toute une série de questions très intéressantes qui sont là. On ne pourra peut-être pas les traiter, mais on pourra répondre aussi des fois par courriel aux personnes. Là. Bien, merci beaucoup, Horacio, d'avoir ouvert cette porte-là parce qu'effectivement, on a beaucoup de plusieurs questions fort intéressantes, puis on verra comment on peut y répondre peut-être à l'extérieur du webinaire. J'en ai une que j'aimerais répondre qui me Oui, demandait, allez-y. qui demandait, oui, la santé doit avoir un leadership à l'intérieur, mais elle peut exercer son leadership en collaboration. Juste un exemple. Dans le plan d'action de la politique gouvernementale en santé, je tiens à vous dire qu'il y a des mesures qui sont portées par le ministère de la Santé, mais il y a plusieurs mesures qui sont portées par d'autres ministères, comme par exemple, quand on parle d'alimentation, le ministère de l'Agriculture a sa politique bioalimentaire et peut porter des mesures. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on est un leader, nécessairement, qu'automatiquement, on va porter seul la démarche. Idéalement, même, c'est sûr, je rêve d'un ministère de l'Agriculture qui s'occupe de tout ce qui concerne l'alimentation, mais il n'y a personne qui a un seul champ quelque part. La raison pour laquelle on demeure leader, c'est que c'est à cause surtout de l'approche intersectorielle qu'on a et en santé publique comme telle, et pas celle qui se retrouve dans le milieu de soins, là, qui consomme la majorité des budgets, celle du système de santé et des services sociaux, qui guérit les gens, qui essaye de les dépister rapidement. Mais nous, on travaille en santé publique beaucoup plus en amont. Puis pour répondre à une autre question, est-ce qu'il y a eu une évaluation de ça? Oui. Il y a eu des chercheurs qui ont fait une évaluation de la PGPS du premier plan. Essentiellement, ça tourne souvent autour de la gouvernance, si on veut être capable de le faire. Je tiens à vous dire, si on veut que ça change, puis il faut impliquer le plus haut niveau gouvernemental, l'élu, le premier ministre, ses ministres, il faut qu'ils soient impliqués. Comme le disait Denis Marion, comme le maire. Je veux dire, si le maire ne croit pas à des approches de cette attitude-là, bien, je veux dire, c'est beaucoup plus facile après ça. Il faut impliquer tous les niveaux au niveau administratif. Ça, c'est au niveau de la gouvernance. Clarification des rôles et responsabilités, parce que souvent, les gens vont se dire, mais moi, ce n'est pas dans mon champ, mais quelle contribution tu peux apporter? Qui va l'aider dans cette action-là précise? Quel rôle tu vas jouer? Quel rôle je vais jouer? Ça, c'est un élément qui est très, très important. La construction des plans, je veux dire, qui doit se faire avec confiance en termes de relations. Puis, bien entendu, d'avoir des personnes qui sont là pour maintenir la concertation interministérielle au niveau local, parce que, vous savez, quand on a plusieurs partenaires, s'il n'y a personne qui est là pour maintenir la concertation, bien, dans les faits, les gens sont pleins de bonnes intentions, mais les dossiers baissent et, bien entendu, un certain niveau de financement nécessaire par cette concertation. Mais souvent, ce financement-là vient s'ajouter à des différentes politiques qui sont existantes et amène un effet de levier.
Merci pour ces propos-là fort intéressants. En termes d'évaluation, est-ce qu'il y a eu des évaluations qui ont permis d'évaluer des retombées, par exemple, sur les états de santé ou sur ce type d'indicateurs-là? Je vous dirais qu'ils ont surtout été au niveau des processus et des actions qui sont mises en place, qui sont souvent reconnues comme étant efficaces. Mais l'impact sur la santé, on pourrait en documenter certains, ne serait-ce que par l'empowerment de certaines clientèles. On travaille beaucoup avec les organismes communautaires, là. On est en train d'évaluer tout ça. Mais il faut comprendre que la politique couvre un énorme champ. Mais oui, il y en a certains. On va voir aussi qu'est-ce qu'on va faire avec le tabac, par exemple, ou les indicateurs qu'on s'est donnés. Par contre, il faut dire une chose, la politique gouvernementale, elle est complémentaire à notre programme national de santé publique, aux différentes politiques sectorielles dans l'éducation, etc. C'est difficile de faire la relation directe entre la PGPS et l'état de santé, mais elle y contribue. Merci pour ce complément d'information. Effectivement, dans ce type d'approche-là, des fois, c'est là où c'est difficile d'évaluer d'où vient la retombée. Donc, intéressant de vous entendre là-dessus. En termes de gouvernance, puis peut-être, M. Marion, je dirigerai la question vers vous en premier, puis après ça, peut-être que Horacio pourrait compléter, mais on nous demande si, pour justement favoriser cette perspective de santé-là dans l'action municipale, est-ce que ce ne serait pas nécessaire, par exemple, d'avoir un expert de santé publique dans tous les ministères, dans toutes les municipalités, un peu sur un format peut-être plus comme l'Ontario, où le système municipal et le secteur de la santé publique est un petit peu plus lié. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, M. Marion. Je ne suis pas un expert de ces questions-là. Je vois très bien, entre autres en Ontario, qu'on fonctionne différemment. La santé publique est présente au palier municipal dans les grandes villes en particulier. Mais on peut peut-être dire que cette semaine, on a appris que la ville de Victoriaville, qui est une ville moyenne au Québec, mais importante parce que c'est un des berceaux du développement durable au municipal, a décidé d'embaucher de s'adjoindre les services d'un scientifique pour aider les élus municipaux à prendre des décisions. On n'est pas encore dans un expert de santé publique, mais le simple fait d'avoir une approche scientifique dans le processus de décision, à mon point de vue, c'est déjà avantageux. Comment fait-on? Effectivement, nos directions régionales de santé publique font un travail assez remarquable, assez extraordinaire, avec des équipes souvent limitées parce que c'est la vie. Hein? On peut pas en avoir. Et il y a quelque chose à réfléchir sur les liens étroits qui doivent exister entre les spécialistes de santé publique et le monde municipal. Mais je vous dirais, les liens. Bon, évidemment, là, on va avoir vécu pendant la période de pandémie, pour des raisons que tout le monde comprendra, là, nos gens de santé publique ont sacré toutes leurs énergies à la lutte à la pandémie. Mais on voyait juste avant, on voyait combien les liens entre les équipes de santé publique et le monde municipal se créaient, se renforçaient. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. On verra éventuellement, mais c'est sûr que je vous dirais que dans le Québec d'aujourd'hui, compte tenu du fait que les finances municipales viennent majoritairement des taxes foncières, c'est difficile d'imaginer que les municipalités embaucheraient des experts de santé publique. Mais ceci dit, dites-vous que ceux qui sont formés, par exemple, en urbanisme au Québec actuellement, en aménagement du territoire et dans d'autres domaines, en loisirs, ont tous dans leur formation des aspects qu'on pourrait qualifier de santé publique. Ça c'est déjà un énorme avantage que nous avons de voir arriver de jeunes cohortes de professionnels et de gestionnaires qui ont été placés en contact dans leur formation avec des gens de l'univers de la santé publique. Merci beaucoup. Bien intéressant. Horacio, je vous laisserai si vous voulez compléter sur cette question-là. Peut-être un peu dire, écoutez, les modèles sont différents d'un territoire à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, à cause de la structure dans laquelle elle est faite. À l'Ontario, ils ont gardé ce qu'on avait avant, les unités sanitaires, c'est-à-dire que le rôle de la santé publique était beaucoup associé aux maladies infectieuses et à l'inspection. Ça se retrouvait, je vous dirais, au niveau des municipalités, mais ils ont bien entendu évolué comme nous tous en santé publique en additionnant des éléments de promotion-prévention.
Mais il faut aussi comprendre qu'il faut financer ça aussi, ces experts-là. Là. Les municipalités n'ont pas nécessairement les argents. La santé publique au niveau du réseau de la santé publique a été coupée à un moment donné. Puis même si on ajouterait demain matin, je vous dirais là, des millions tout d'un coup, mais les ressources humaines ne sont pas là non plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et quelque part aussi, c'est plus, moi, je pense, une offre de service que la direction de santé publique doit faire avec ses partenaires. Et en ce sens-là, parce que les problématiques sont très différentes aussi, l'expert que vous allez engager chez vous, est-ce qu'il va être le bon pour ce dossier-là? Je pense que quelque part, il faut maintenir une capacité à la fois nationale et régionale. On a aussi nos instituts, l'INES, l'Institut national de santé publique, qui permet de concentrer l'expertise parce que même en santé publique, là, il y a des petites directions de santé publique qui n'ont pas toutes les capacités qui vont bénéficier de l'Institut national. Moi, je pense que c'est plus par une perspective de clarification des rôles et responsabilités, mais il peut y avoir des initiatives comme celle de Valleyfield ou Victo là, qui ont décidé d'intervenir par rapport, parce que c'est une ville qui a mis le développement durable dans ces éléments-là. Ça, c'est ponctuel, mais est-ce qu'on aurait les moyens au Québec de diviser nos ressources? Parce qu'il y a un avantage, à mon avis, souvent les mettre ensemble pour se potentialiser. Mais en tout cas, c'est une réponse à court terme, mais c'est sûr qu'il faut avoir une certaine perspective pour un financement. Et je tiens à souligner ce que dit Denis. Par exemple, quand on parle véritablement à des urbanismes jeunes qui arrivent, ils ont une vision de santé publique. Ils voient les villes comme étant des communautés durables et ils savent que leurs choix peuvent influencer la santé. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu continuer encore bien longtemps, mais on est arrivé à la fin de notre webinaire. Je vais retourner en anglais pour conclure le webinaire. So we'll now go back. Maintenant, je reviens à l'anglais. Cela nous mène à la fin de notre webinaire. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont participé aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que vous ayez profité du contenu du webinaire et je voudrais aussi remercier Horacio et Denis pour leur présentation. Cela nous a donné beaucoup d'idées très importantes. Les personnes de mon équipe et le ministère de Services sociaux qui ont travaillé en coulisses pour que cela ait lieu et aussi les interprètes d'aujourd'hui. Vous allez recevoir un formulaire d'évaluation tout court pour le webinaire et l'enregistrement du webinaire deviendra disponible sur le site web du Global Network dans quelques jours et on vous fera savoir quand les matériels seront prêts. Donc, merci à nouveau et prenez soin de vous-même. Merci à tous. Continuez, vive la prévention et you are actors of prevention. Thank you, everybody.